La République était dans la rue, les documents administratifs confidentiels se retrouvent une fois de plus sur la scène publique. Doit-on parler d'un dysfonctionnement administratif? Qu'est-ce que cela signifie? Quel courant observons-nous? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ces quelques interrogations seront abordées dans un nouveau numéro des Chroniques des BFN, Bruni Fortuna et des nôtres. Bonsoir et bienvenue à tous. Encore des documents administratifs qui devraient être confidentiels ou gérés à l'interne se retrouvent sur la toile. Après 2 semaines, un document sort du Trésor public, puis des factures des universités de l'Académie d'Outre-mer. Pas plus tard qu'hier, un autre document se retrouve sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso de prendre une note pour interpeller les acteurs de ces actes. A-t-on une explication à donner à cela, Bruni? Et bonsoir à toi. Bonsoir, Gabriel. Oui, il faut comprendre qu'il s'agit là d'abord, il y a 2 aspects qu'il faut voir. Le premier, c'est qu'il s'agit là d'une déchéance morale. Donc, c'est véritablement une déchéance morale. C'est une crise de valeur. On va dire, cette érosion, on va dire, morale que nous constatons depuis quelque temps, puisque depuis plusieurs années, plusieurs décennies, nous n'avons pas fait trop d'efforts pour élever le niveau de l'éducation, sinon investir dans l'éducation, dans la construction du citoyen, sinon la construction de l'homme. Et aujourd'hui, donc, faute d'une bonne éducation ou encore d'une éducation nationale efficace, faute, on va dire, d'une politique de civisme au civique efficace, nous nous retrouvons aujourd'hui face donc à cette montée en puissance des antivaleurs, cette déchéance morale, puisque aujourd'hui, nous avons malheureusement des fonctionnaires, nous avons malheureusement des agents de l'État, nous avons malheureusement des citoyens qui se comportent tels que nous le constatons, qui sont des hors la loi et qui se comportent, on va dire, qui aujourd'hui priorisent cette immoralité ou encore cette crise de moralité en diffusant les documents qui sont censés être internes ou confidentiels, puisque la loi l'interdit. Mais comme il y a une crise de moralité, une crise de valeur, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des citoyens qui ne savent plus que tel ou tel document ne doit pas se retrouver sur la toile, tel ou tel document doit être confidentiel, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre à la place publique, et surtout pour protéger les susceptibilités des uns des autres, protéger la population. Et après, nous sommes là, donc le second aspect, c'est que nous sommes là totalement dans une crise, on va dire dans une guerre des écuries. Nous sommes dans une guerre des gangs qui constitue le pouvoir actuel, le pouvoir de Brazzaville. Autour de ce pouvoir aujourd'hui, donc, se sont formés des gangs ou encore des écuries, des clans, et qui s'affrontent malheureusement. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui et constitue pour ces clans des armes, des arguments, des preuves pour se déstabiliser des clans ou des gangs qui se tirent dessus. Donc, qui s'appuie donc sur cette déchéance morale, cette crise de valeur, mais finalement pour se livrer dans une guerre. Et c'est malheureusement ce que nous constatons. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces actes? Voilà, ce qui se cache réellement, c'est que nous sommes là dedans, dans le plein fouet, ou encore nous sommes dans la guerre des écuries. La guerre est totalement lancée. Nous sommes donc à 2 ans à peu près, sinon 1 an et quelques mois des élections présidentielles. Il y a donc cette guerre de positionnement. Donc il faut se positionner, il faut être dans des postures beaucoup plus stratégiques. Et vous avez aussi, ici aujourd'hui, le président de la République peut se représenter légalement puisqu'il en a le droit, la Constitution le lui permet. Mais il y a celles et ceux qui projettent 5 ans après, 10 ans après, et qui pensent que 10 ans après, le président de la République actuelle, le président Denis Sassou Nguesso, pourrait être donc à la retraite. Et finalement, il faut commencer à bousculer les codes, il faut commencer à se préparer, il faut commencer à anéantir, à détruire, à se frayer un chemin pour prendre la place demain. Donc, c'est la guerre des écuries aujourd'hui qui est totalement déclenchée et c'est ce qui se cache malheureusement derrière tout ce que nous vivons depuis quelque temps.
Vous parlez là, Brony, de la guerre des clans, la guerre des écuries. Quelles en sont les conséquences? Voilà. Est-ce que peut-être qu'il faut d'abord parler des causes avant qu'on parle Oui, rapidement effectivement, voilà, des causes. des causes. Mais il faut rappeler rapidement que tout ce qu'on vit aujourd'hui, les documents qui sont sur la toile, puisque vous avez cité le dernier document sur la toile, c'est celui du ministère de la Santé qui demanderait donc à son collègue de finances de régler certaines dettes, puisque il ne s'agit pas, on va dire, des évacuations sanitaires des morts comme on a entendu ici et là. C'est que il y a des parents, des familles qui ont engagé des dépenses, qui ont préfinancé ces évacuations. Et là, donc, le ministère des Finances donc, demande à son collègue de rembourser, sinon de payer ces familles qui ont préfinancé ces évacuations. Maintenant, le débat sur le contenu, le montant qui est exigé ou qui est dépensé pour ces évacuations, c'est un autre débat. Mais là, je suis un peu sur les documents qui sont décelés, comment les uns les autres les interpellent ou les interprètent, les utilisent ou les déforment sur la toile. Ce n'était pas une erreur ou encore on a voulu profiter des morts pour extorquer de l'argent. C'est simplement on demande donc au ministère des Finances de rembourser l'argent des familles qui ont préfinancé les évacuations de leurs parents. Vous avez également les documents je vous le rappelais, ce qu'on a vécu sur la facture, sinon l'organisation de la réunion de l'Académie d'Outre-mer. Il faut savoir que dans ce contexte, le document qui est distillé, qui est considéré comme la facture finale ou le budget final de cette activité, n'en est pas en réalité. C'est plutôt, c'est une demande de dépense. Vous avez donc, on émet une demande de dépense, on dit que nous avons une activité qui va s'organiser dans quelques jours, où nous recevons l'Académie d'Outre-mer quand on a évalué le budget par rapport à leur séjour, par rapport à leur hébergement, par rapport à tout ce qui se fait, et ça, c'est chiffré à tant de millions. Donc, on émet une demande de dépense. Et quand on émet une demande de dépense, le ministère des Finances doit regarder, doit évaluer, doit vérifier de fond en comble si c'est réellement cela ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement budgétaire. Et quand on dépasse donc cet engagement, donc on a eu d'abord une proposition de dépense, soit encore une demande de crédit. Vous avez également un engagement budgétaire. Après, vous avez un mandat de paiement. Donc, le document qui était sur la toile n'est pas, on va dire, un engagement budgétaire. Ça veut dire que c'est pas le ministère qui a validé pour dire, OK, c'est validé. Ce n'est non plus un mandat de paiement. Mais l'interprétation qui a été faite sur la toile, c'est que c'était la facture finale. Le montant dépensé, pourquoi on a dépensé, est-ce que c'était utile de dépenser ou pas, d'organiser, ça aussi c'est un autre débat, on peut révéler. Et vous avez donc le dernier document, on en a déjà parlé suffisamment sur le Trésor, on a vu comment le gouvernement a tenté de se justifier que c'était un problème technique, mais après, c'est un document qui était confidentiel. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que sur la base de la note du Premier ministre et qui demande aux administrations de dénoncer ou d'engager des poursuites contre ceux qui le font, aujourd'hui, nous avons les services qui ont lancé des enquêtes et sur celles et ceux qui ont mis ce document sur la toile. Il y a déjà quand même des auditions qui se font jusqu'aujourd'hui. Donc, les causes sont nombreuses. Les causes aujourd'hui, c'est que je voulais vous rappeler que ce n'est pas récent tout ce qu'on vit aujourd'hui. La diffusion des documents sur la toile, ça n'émane pas seulement de 2 ans, de 3 ans. Ce n'est pas un dysfonctionnement administratif que l'on constate seulement aujourd'hui. Vous vous souvenez, entre 2015-2016, il y a eu un document qui a fuité de la SNPC où on a énuméré les émoluments ou encore des salaires, des primes, des DG, les différents DG de la SNPC à l'époque, puisque c'était encore la grande entreprise avant d'être un peu divisée, sinon disloquée en quelques morceaux. Mais on a vu un document qui a fuité à l'époque. Il y a eu plusieurs d'autres documents. Nous avons
reçu dans ce pays des vidéos qui viennent de l'extérieur. Par exemple, une vidéo qu'on a fait passer pour une vidéo de l'OTT. On a vu des populations, des hommes et des femmes brûlés dans une plaine. Mais quand la vidéo est sortie, c'était une vidéo virale. L'on nous a fait croire pendant un moment que c'était l'OTT. Mais pour ceux qui n'avaient pas accès réellement aux sources d'information, pendant plusieurs jours, l'on a cru que c'était l'OTT alors que c'était une vidéo qui venait de l'extérieur. Nous avons aussi reçu plusieurs documents comme ça et simplement, après, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas vrai. Sur la toile, il y a plusieurs documents qui sont distillés. Il y a plusieurs personnes qui interprètent. Il y a des gens qui profitent même dans les règlements de compte, des opposants ou encore d'autres intellectuels qui sont contre le pouvoir en place ou qui veulent parfois s'imposer sur la toile, qui peuvent déformer les faits. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible, surtout avec la nouvelle technologie, de déformer les faits, de falsifier les documents. Si hier, nous l'avons vu même dans la presse écrite, comment les documents ont été falsifiés, scannés, ce n'est pas aujourd'hui que cela va étonner les gens. Maintenant, revenons à la cause, donc à la question que vous me posez sur la cause. Les causes sont nombreuses. Vous allez vous rappeler de Francis Fukuyama, ce politicien américain, lui décrit bien ce que je voudrais dire dans son livre qu'on appelle La fin de l'histoire et le dernier homme. Et il le décrit bien, quelles sont les causes réellement des écuries, qu'est-ce qui amène à la création des écuries. Vous avez d'abord la quête au pouvoir, sinon de l'influence. Il y a donc dans la machine politique, comme le pouvoir de Brazzaville, il y a des gens qui veulent consolider le pouvoir. Il y a des gens qui veulent à tout prix se maintenir au pouvoir, qui veulent pérenniser ce pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à tout contrôler. Contrôler les ressources financières, contrôler les ressources naturelles, et chercher aussi à se positionner et avoir des postes stratégiques. Il y a d'abord ça. Donc, cette quête au pouvoir, cette quête à l'influence, vouloir à tout prix dominer pour garder le pouvoir. Vous avez aussi le tribalisme qu'il ne faut pas oublier. Il y a ces groupes ethniques qui se disent finalement le pouvoir nous appartient. Nous, le pouvoir est de notre ethnie, de notre famille. Nous n'accepterons pas de le lâcher ou de le donner à une autre ethnie ou à une autre famille. Il faut donc se constituer un groupe, se constituer un clan, une sorte de curie pour empêcher à d'autres groupes d'avoir accès au pouvoir, sinon de le déstabiliser, sinon de nous renverser. Et vous avez aussi le manque de transparence dans la gestion de l'État. Quand il n'y a pas de transparence, cela peut susciter des frustrations ou certains qui se sont lésés disent finalement, nous ne nous retrouvons pas, nous ne comprenons pas ce qui s'est fait. Il faut donc se constituer un groupe pour faire face à ceux qui sont dans l'opacité. Et après, vous avez aussi ceux qui vouent leur loyauté, leur fidélité au chef. Vous savez que le chef souvent ne nomme pas que sur la base des compétences. Il nomme parfois, il tient souvent compte aussi de ceux qui lui sont loyaux, de ceux qui lui sont tellement proches. Et vous constaterez que nous avons des ministres aujourd'hui qui sont docteurs, qui sont professeurs de l'université, et quand ils sortent, et quand ils intègrent le gouvernement ou quand ils sont nommés au gouvernement, vous constaterez que par leur manière de faire, ils ne reflètent pas réellement ce dont ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne reflètent pas leur diplôme, ne reflètent pas leurs compétences. Parfois, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, quand on intègre le gouvernement dans un monde politique, les compétences ne suffisent pas, surtout pour y demeurer. Ils savent aussi que quand ils sont nommés, ils n'ont pas été réellement nommés pour leurs compétences, pour leur diplôme. Et c'est parfois, et c'est parce qu'ils sont fidèles, parce qu'ils sont proches du chef, parfois ils sont proches du pouvoir, et à un moment donné, ils se vouent à un culte de personnalité, et comme nous le constatons, où tous les ministres chantent ou vouent leur culte de personnalité au chef de l'État, parfois sans réel fondement. Et après, vous avez le chef lui-même qui peut aujourd'hui se sentir en insécurité, de constater qu'autour de lui se coalise tout le monde, en fait, de constater que tout le monde s'entend autour de lui. Ça pourrait être un danger. C'est pour cela qu'il y a un adage, une citation qui dit « diviser pour mieux régner ». Donc, à un moment donné, le chef peut user donc de cette manipulation, comme dit Machiavel dans Le Prince, que finalement, il faut donc diviser, avoir plusieurs clans pour que je continue de régner. Voilà plus ou moins les causes qui amènent à la création, sinon à la formation des gangs, sinon des écuries autour du pouvoir. En tenant compte de tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, Brony Fortuna, est-ce que c'est là au nord la République?
Ça ne peut pas honorer la République. Je crois que là, nous abordons la question des conséquences même de ces écuries. Ça ne peut pas honorer la République. Déjà, tout ce que nous vivons aujourd'hui, le fait que tous les documents qui sont administratifs, qui sont secrets, top secrets, parfois se retrouvent sur la toile, et même si cela profite à certains opposants et qui pensent que finalement c'est des documents preuves pour montrer que l'État est mal géré, c'est des documents finalement, c'est le ras-le-bol certainement de certains clans ou de certaines personnes au sein même de cette machine ou dans les administrations qui expriment d'une manière ou d'une autre leur ras-le-bol face au pouvoir, mais il faut savoir que ça ne peut pas honorer le pays, et cela montre à suffisance, je le disais tout à l'heure, comment nous sommes dans une décadence morale, nous sommes dans une déchéance totale morale. Cela sème de la piscose. On a vu comment le document du Trésor a sémé la piscose, la panique dans la République, puisque savoir que le gouvernement ne peut plus payer ses dettes ou ne peut plus faire face à ses charges, et cela peut totalement mettre tout le monde dans la psychose, totalement tout le monde dans les mois. On a vu comment, on a même dit que le gouvernement n'avait pas d'argent pour payer les fonctionnaires, et ça, ça peut conduire aussi à une déstabilisation de l'État, à une instabilité politique. Ça peut pousser aussi à la révolte. C'est ça les conséquences actuelles. Malheureusement, mais nous sommes dans une guerre qui vient de commencer. Mais je vous dis que les conséquences sont telles que si on n'arrête pas cela, si on ne met pas un terme à ce qui se passe, cela, comme je l'ai dit, peut pousser à la révolte, peut pousser à la méfiance des uns des autres vis-à-vis du pouvoir, peut aujourd'hui, ceux qui payent le prix, ce sont les populations. C'est les populations qui payent le prix. Pourquoi? Parce que quand on diffuse ces documents, quand les clans s'affrontent, cela déstabilise les institutions. Vous imaginez le trésor public, d'où vient ce document? Dans quel état se trouvent les fonctionnaires selon les travailleurs du trésor public? Dans quel état se trouve cette structure? Dans quel état se trouvent d'autres institutions? Ces institutions sont totalement fragilisées. Comment aujourd'hui l'on peut regarder le Congo de l'extérieur, nos partenaires, au point de dire, je pense, mais comment l'on n'est pas capable de sécuriser de tels documents? Et simplement parce que les écuries s'affrontent. Mais ceux qui payent le lourd-bout, celles qui payent, c'est les populations. Pourquoi? Parce que la population est traumatisée. La population ne sait plus à quel sein se vouer, à qui faire confiance. La sécurité même, la sécurité individuelle est menacée. On ne sait plus à qui faire confiance. Quand on est au boulot ou on travaille dans nos bureaux à l'administration, on ne sait plus avec qui parler, à qui faire confiance. Est-ce qu'on vous enregistre, on ne vous enregistre pas? Est-ce que quand vous saisissez tel document sur instruction de votre chef, est-ce que vous n'avez pas un autre collègue qui est en train de le copier ou encore de le falsifier? Et on vit quotidiennement dans la peur, dans la méfiance, et la population est totalement déstabilisée, alors que ces clans peuvent résister, les clans peuvent se neutraliser, mais ceux qui payent toujours le lourd tribut, ce sont les populations. Est-ce que, avec tout ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, Brony, est-ce qu'il y aurait l'impact dans le fonctionnement du pays? Mais forcément, il y a l'impact. Mais cette guerre est voulue, je le disais, cette guerre est voulue. Si on voulait qu'on soit direct, le président de la République n'a jamais annoncé qu'il voulait changer le gouvernement. Mais depuis un an et quelques mois, donc depuis les élections sénatoriales, l'on pensait que le président allait modifier, remanier, changer le gouvernement. Vous avez, quand on a traversé le 15 août, les gens pensaient même à l'orée du 15 août, il devait donc avoir un remaniement. Nous sommes en septembre, le président ne dit mot, il laisse donc ses ministres surtout et ceux qui nourrissent ce désir d'intégrer le gouvernement dans le suspense. Et finalement, il faut pousser donc le chef à agir
Il faut pousser le président à agir, à déguerpir certains et à faire entrer d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont se lancer dans cette guerre pour diaboliser certains et pour nettoyer d'autres. Donc, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous constaterez que les cibles sont plus ou moins connues. C'est Anatole Kolimakoso dont on ne veut pas voir, par exemple. Il y a d'autres ministres qu'on pense, comme on parle d'Andaï, qui ne seraient pas compétents. On pense qu'il y a un autre clan, Jean-Jacques Bouya, qui serait dans la posture de vouloir remplacer le chef. Il y a tellement trop de choses qui se racontent et dans le but surtout souvent de manipuler l'opinion, et parfois de pousser le chef à agir parce que ceux qui le disent vont dire au chef finalement la population est en colère, la population est frustrée, la population est sous la psychose, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, il faut qu'on change les choses. Ça peut être une sorte de pression qu'on met et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un moyen de vouloir mettre de côté et certaines personnes qu'on ne veut plus voir au gouvernement ou encore on veut simplement déguerpir certains pour que d'autres entrent. Voilà, et c'est malheureusement ça. Les conséquences sont énormes sur la gestion du pays. Cela va forcément empêcher le gouvernement de travailler librement. On ne dit pas que si le gouvernement n'a pas réalisé le projet, sinon les projets, puisque vous avez le PND, vous avez les 12 batailles du président de la République, vous avez son propre projet au départ. Et je ne dis pas sur ce plateau que c'est à cause de ces fuites de documents que le gouvernement n'a pas matérialisé totalement ce document ou n'a pas pu recruter les 100 000, donner les 100 000 emplois aux jeunes comme prévu. Mais je dis que ce qui se fait aujourd'hui retarde la machine étatique. Ce qui se fait aujourd'hui bloque le fonctionnement de l'État parce que, je le disais tout à l'heure, la psychose qui est créée, la méfiance, cette guerre clanique va forcément bloquer le fonctionnement. Les gens qui se battent entre eux vont bloquer le fonctionnement de l'État. Au lieu que l'on se préoccupe de l'essentiel, vous allez vous rendre compte qu'on se préoccupe des intérêts personnels. Il y a plusieurs qui pensent au sein de cette machine que les élections arrivent. C'est le moment d'avoir de l'argent. C'est le moment de trouver de l'argent coûte que coûte pour préparer les élections. Et donc, ils vont se neutraliser, ils vont s'attaquer. Et malheureusement, cela empêchera finalement l'État de fonctionner librement, puisque je vous parlais tout à l'heure des institutions qui seront fragilisées et même le pouvoir en place peut être fragilisé avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Bruni, est-ce qu'on peut dire par là que cette manipulation gagne les esprits des citoyens ou bien des gouvernants? Oui, vous savez que nous sommes à l'ère du numérique où les réseaux sociaux montent en puissance. Montent tellement en puissance que aujourd'hui, même si au Congo, le taux de pénétration de l'Internet est autour de 9 ou 12%, ça veut dire qu'on est encore très très faible, mais de bouche à oreille, ce qui se dit sur la toile va très loin, mais va très très loin. Et il y a plusieurs catégories de personnes sur la toile. Vous avez des gens qui sont réellement des opposants, donc qui utilisent cet espace de communication pour mener leur politique. Vous avez des intellectuels aussi. Vous avez également, comme disait Molière dans Les Précieuses Ridicules, vous avez des gens qui ont de la notoriété que sur les réseaux sociaux et qui se passent pour les nantis, qui se passent pour ceux qui connaissent tout. Ces gens qui sont dans la manipulation de l'opinion et qui le font exprès dans le but de régler les comptes, dans le but de déstabiliser, même pour des raisons purement politiques. Et donc, les réseaux sociaux étant aujourd'hui les principaux, sinon l'un des principaux, on va dire, comment on dit, des principaux canaux de communication. Et finalement, cela touche les gens. On a vu plusieurs fois comment les rumeurs dans ce pays ont touché. On a vu aussi comment plusieurs fois, grâce aux réseaux sociaux, plusieurs problèmes ont été résolus. Fred Makita, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il a pu aujourd'hui dénoncer des magouilles au sein de l'hôpital de
Dolisie. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons su aussi qu'il y a eu détournement au FIGA. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons poussé le gouvernement parfois à agir. Mais il y a aussi un côté négatif des réseaux sociaux, c'est de la manipulation de l'opinion. Le problème, c'est que le gouvernement ne communique pas suffisamment pour vouloir équilibrer ou encore alimenter aussi les réseaux sociaux. Le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, peine à convaincre, peine à expliquer aux populations sa propre vision. Le gouvernement peine à communiquer sur plusieurs projets, et même s'ils sont moindres aujourd'hui, même si on n'a pas pu réaliser tous les projets, le gouvernement peine à expliquer aux populations ce qui se fait aujourd'hui, d'où on est parti, où est-ce qu'on va. Le gouvernement peine aujourd'hui à être proche, à avoir une communication de proximité. Mais c'est ce qui fait que ces rumeurs, pour la plupart, ou encore ceux qui sont sur les réseaux sociaux, grossissent en termes d'audience, touchent les populations. Et parfois, quand on veut rattraper ces informations, c'est trop tard. On se souvient même, il y a quelques années, vous vous souvenez, cette affaire de disparu du bus, où il y avait des photos des personnes qui étaient encore vivantes, qui se retrouvaient sur la liste des personnes disparues. Mais il a fallu quand même un ouvrage dans ce pays d'Anatole Konimakosso pour démontrer que toutes les personnes, toutes les photos, sinon toutes les personnes qui se retrouvaient sur cette liste n'étaient pas des disparus. Il y a certaines qui se retrouvaient bel et bien à l'extérieur du pays. Mais la rumeur avait pris donc, on va dire, l'ascenseur, et tout le monde avait cru que c'était vrai. Donc, c'est très dangereux aujourd'hui, ça touche tout le monde aujourd'hui, et c'est très difficile, surtout que les médias n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face à la montée en puissance des fake news, à la montée en puissance de tous ceux qui deviennent communicateurs sur la toile. Vous avez suivi le professeur Théophile Obenga qui a dit au Congo, tout le monde est expert. Il y a des gens, je parlais tout à l'heure les précieuses ridicules de Molière, où vous avez des gens, quand ils parlent sur Internet, quand ils parlent dans son salon, vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui connaît les documents qu'il présente à la télé, qu'il présente dans son salon et qu'il présente sur la toile. Mais quand vous les mettez en contradiction avec d'autres experts, avec des gens nantis, vous constaterez que cette personne n'arrivera pas à se défendre. Et tout ce qui fait ça, parce qu'on n'a plus des débats contradictoires dans ce pays. On n'a plus des espaces où on peut mettre les intellectuels face à face, cet affrontement, ce duel médiatique, pour que les gens s'expliquent sur les plateaux de télévision. Mais nous n'avons plus ce type de débat dans ce pays. Les intellectuels ont peur de communiquer. Ceux qui sont au gouvernement ont peur de passer dans les émissions. Et finalement, ceux qui gèrent les rumeurs ou ceux qui ont opinion sur les réseaux sociaux continuent donc de faire chemin librement. C'était donc les chroniques de BFM. Portez-vous bien. On se dit au revoir pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir.